Comment réduire le lèche-vitrine des visiteurs sur votre site Web? Alors, mon nom est Gilles Lavoie. Vous pouvez me retrouver à gilleslavoie.ca ou sur Facebook ici à facebook.com/Gilles Lavoie CA, sans le point. Voilà. Selon Smart Insights, le taux de conversion moyen là, de la majorité des magasins en ligne se situe autour de 1,5% à 3%. Donc, 97 n'achètent pas. Évidemment, vous ne pouvez pas convertir tout le monde. Beaucoup de vos visiteurs ont de nombreuses raisons de simplement parcourir votre site. Ils ne sont pas en mode d'achat. Et certainement pas vos concurrents, en tout cas. Alors, mais la question, c'est que se passerait-il si vous pouviez réduire la statistique de 97 à 94 %? Est-ce que ça serait trop demandé que seulement 94 % des gens fassent du lèche-vitrine? Parce qu'il faudrait réaliser que de 97 à 94, vous allez tout simplement doubler vos ventes, là. Je ne dis pas que c'est facile, mais quelques suggestions pourraient drôlement vous aider à améliorer ces 97 %. Je vais aussi vous donner quelques stratégies à la fin, une fois que vous auriez théoriquement atteint les 94 % par exemple, ce que vous pourriez faire pour convertir encore plus d'acheteurs, augmenter encore plus l'intérêt pour votre marque. Alors, le premier problème à résoudre, c'est que la majorité envoie le trafic au mauvais endroit. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que beaucoup d'entreprises vont acheter beaucoup de mots-clés sur Google pour rejoindre un maximum de clientèle. Mais ce qui se passe, c'est que la personne qui a tapé le mot-clé, un mot-clé spécifique, a différentes attentes. Différentes personnes ont différentes attentes. Je donne un exemple, voiture neuve. Qu'est-ce que la personne recherche exactement? Une liste de voitures neuves? Comment acheter une voiture neuve? Où acheter une voiture neuve? On ne sait pas trop c'est quoi la question qui est derrière. Alors, on peut facilement avoir 4 ou 5 ou 6 questions derrière un seul mot-clé. Et vous vous retrouvez avec, si vous avez acheté, ou c'est-à-dire que vous avez de la publicité qui apparaît sur 50 mots-clés, ben, ça fait 150 intentions différentes. Et là, qu'est-ce que vous faites en plus? C'est que votre annonce dirige tout ce beau monde-là à la même place, à la même page, qui répond à une seule des 150 questions que la personne pourrait avoir en arrière de la tête. Alors, à quoi on s'attend? Quelle surprise on peut bien avoir que la majorité des gens ne soient pas intéressés. Ce n'est pas surprenant du tout dans un contexte comme celui-là. Ou pire encore, peut-être que vous faites si vous envoyez la personne à la page principale du site. Puis là, il faut qu'elle s'arrange. À partir de là, c'est elle-même qui va déterminer ou trouver dans votre site que c'est la première fois qu'elle visite, qu'elle ne sait pas trop comment structurer, comment trouver l'information qu'elle recherchait. Ça se peut qu'elle perde patience assez vite ou qu'elle se mette à se promener sans trop se rappeler exactement ce qu'elle cherchait parce que les sites web sont rendus très sophistiqués maintenant. C'est des super belles brochures électroniques, au fond, avec plein d'informations. On vous suggère d'en mettre beaucoup. Alors, il y en a beaucoup et les gens s'éparpillent, perdent de vue pourquoi ils étaient venus sur votre site parce qu'ils se laissent accrocher par toutes sortes de vidéos, d'images, de textes que vous avez mis sur votre site et qui ne correspondent pas du tout à son intention première, mais ça n'a pas tellement d'importance. Alors, c'est ça. C'est un peu comme quand on faisait des grands magasins. On se perd si on ne se rappelle pas trop tôt qu'est-ce qu'on voulait faire, puis on ne va pas spécifiquement à l'endroit où on voulait acheter quelque chose de précis. Problème additionnel, ça ressemble à ces grands magasins que vous avez déjà fréquentés où passer la porte, il n'y a personne pour vous aider, pour vous guider. S'arranger par vous-même. Dans un magasin physique qui fonctionne bien, vous avez des employés sur place qui vont vous aider dans le processus d'achat, puis vous amener jusqu'à prendre une décision. Maintenant, en ligne, on doit fouiller dans une montagne de liens et de textes. Alors, ce n'est pas surprenant que la majorité ressorte sans rien faire. Ou un autre parallèle qu'on peut faire, c'est au fond, quand les gens entrent dans votre site, c'est comme s'ils entraient dans un magasin physique et quelqu'un leur mettait immédiatement une brochure. Vous allez regarder dans la brochure, il y a tout ce qu'il vous faut. Vous allez tout trouver là-dedans. Peut-être un petit chat à côté qui dit si vous avez une question, posez-moi une question. Alors, c'est un beau catalogue. On reçoit un beau catalogue, on regarde, puis là, il faut qu'on trouve la réponse par nous-mêmes. Dans un monde physique, si vos représentants faisaient ça, euh, probablement que vous le mettriez à la porte. Mais dans le monde digital, on développe les sites web comme ça, mais plus c'est beau, plus on se félicite. On a un peu perdu de vue.
évidemment, là, je pourrais continuer à vous chicaner comme ça, mais il faut savoir que ce n'est pas tout à fait de votre faute parce que c'est tout le monde digital, toute l'industrie qui s'est développée comme ça, la création d'outils comme WordPress qui a favorisé ce genre de développement-là, les engins de recherche comme Google qui sont bien à l'aise, qui sont, en fait, eux, ce qu'ils préféraient, c'est que vous soyez quasiment uniquement sur leur site, la même chose pour Facebook, etc. Alors, il n'y a pas une forte réponse pour contrecarrer ou de beaucoup de solutions qui vous ont été présentées pour contrecarrer ça. Je vais vous le dire un peu plus loin ce que je pense qu'il y a à faire, mais évidemment, c'est comme ça que ça s'est développé et c'est la situation avec laquelle vous avez à composer présentement. Qu'est-ce que je peux ajouter à ça? C'est que la plupart d'entre nous, la plupart des entreprises présentes sur Internet, on n'est pas des détaillants. On n'a pas le vécu des entreprises qui sont habituées au commerce de détail parce qu'ils ont des commerces physiques. Et là, toutes les erreurs qui ont été commises pendant des décennies par ces entreprises-là sont répétées sur Internet et les gens réapprennent à refaire les mêmes erreurs finalement et réapprennent à travers cette expérience-là à développer des nouvelles façons de faire. Tu es obligé de repasser par tout le processus. On peut pousser la comparaison un peu plus loin, même dire que dans bien des cas, les textes, les documents qui sont sur les sites sont bien écrits, mais dans une logique d'être bien écrits, plutôt que dans une logique de marketing ou de brochure de vente ou de pamphlet qu'on enverra à quelqu'un, etc. Alors, les textes sont un peu lourds, ce sont des textes d'information et on a des attentes qui convertissent les gens en acheteurs. Parfois même, ça va tellement loin que les textes, on pourrait quasiment penser que ça ressemble à des textes qui ont été écrits par des gens qui travaillent au gouvernement. Ils sont très procéduriers, etc. Alors, ce n'est pas très captivant pour la clientèle. Ensuite, on est surpris que 68, 75, 80 des gens abandonnent, laissent tomber, même quand ils sont rendus, parce que la statistique qui est amusante, c'est que environ 70 juste facile à se rappeler, des gens, même quand ils se sont rendus jusqu'à la page de paiement, abandonnent. Après tous les investissements et les efforts que vous avez faits précédemment, ils ont quand même choisi le produit et là, ils trouvent le processus, le formulaire tellement désagréable par rapport à ce qui a précédé qu'ils abandonnent. Une fraction revient pour compléter leur achat, mais la majorité ne reviennent pas. Et on s'étonne qu'il y ait si peu de transactions en ligne pour le nombre de trafic ou le volume de trafic sur nos sites. En plus, un autre élément, parce que les gens copient les autres qui semblent avoir du succès sans se poser la question si leur modèle d'affaires est similaire. Je donne un exemple. Si les gens vont sur Amazon, qu'est-ce qu'ils voient? C'est qu'on suggère des produits, c'est-à-dire qu'on regarde un produit, et ensuite, en bas, on vous suggère des produits similaires que vous pourriez acheter, etc. Et bon, toi, c'est une bonne idée, ça, on va faire la même chose, on va copier cette stratégie-là. Si Amazon a autant de succès, ça devrait nous générer du succès. Sauf qu'Amazon, ce n'est pas vous et ce n'est pas le même domaine. Dans le cadre d'Amazon, c'est un méga centre. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que tout le monde le connaît et les clientèles sont habituées d'acheter là, ils vont venir, etc. Alors, la personne qui regarde pour un produit ou quelque chose de spécifique peut être plus ou moins décidée. Évidemment, il y a des milliers de produits additionnels chez Amazon qui peuvent permettre à cette personne-là d'aller fouiller ailleurs, puis trouver un autre produit, puis d'acheter quelque chose. Et en plus, elle va peut-être revenir ultérieurement pour acheter le produit qu'elle regardait la première fois quand elle était entrée, la première fois quand elle est entrée cette journée-là. Sauf que dans votre domaine, ce n'est pas certain que vous pouvez faire ça. Vous offrez une série de produits, puis la personne, si elle n'est pas intéressée à ce produit-là, vous n'avez pas 10 000 produits à lui offrir là, pour continuer à magasiner. Si vous ajoutez 2-3 produits dans le bas de la page, vous êtes bien chanceux si ça correspond exactement à ce que la personne, de façon alternative, voudrait bien avoir, étant donné qu'elle est plus ou moins certaine vis-à-vis de votre produit. Et c'est une tactique complètement contraire à ce qu'un bon représentant ferait dans un magasin physique. Un bon représentant dans un magasin physique, quand il est en discussion avec un client dans un processus d'achat, il ne va pas aller le distraire en lui proposant d'acheter d'autres choses tant qu'il n'a pas vraiment décidé d'acheter le produit auquel il est en train de réfléchir. Parce que ça, c'est une porte ouverte pour l'encourager à ne pas prendre une décision, à hésiter, puis à aller faire d'autres choses ou s'échapper pour y retourner chez soi sans rien avoir rien fait.
Les bons représentants savent que c'est une chose à éviter. Vous ne voulez pas aider votre client à rien acheter ou à reporter cette décision. Parce que sur le moment qu'il est sur le point de prendre cette décision d'acheter le produit, il y a toujours une hésitation. Et c'est la moindre hésitation fait en sorte que si elle est moindrement forte un peu, mais c'est terminé, la personne s'évade. Alors, pourquoi proposer des produits dans le bas de page qui font exactement cet effet-là? Alors, j'encourage beaucoup à éviter ça. Parce qu'en conclusion, quand on fait ça, c'est qu'on veut, au fond, éviter de perdre un client qui est indécis. On veut éviter d'échapper à un client qui n'a pas vraiment envie d'acheter à ce moment-ci, puis on veut lui proposer d'autres choses. Et là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on détruit tout le processus d'achat d'un client qui, lui, avait envie d'acheter. Alors, on sauve les visiteurs indécis au détriment de perdre une vente de ceux qui étaient sur le point d'acheter. Je pense que ce n'est pas tellement une bonne stratégie. Vos pages devraient se concentrer sur convaincre et convertir un client en client au lieu d'essayer de sauver la situation sur ceux qui sont moins décidés. C'est moins bon client en partant. Là. Alors, pour ce qui est de l'abandon du panier, comme j'ai précisé, qui était assez décevant comme statistique, en bas de 70 pour la plupart des industries. Là. Et qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a plusieurs raisons. Il faut comprendre plusieurs raisons. Et parfois, la raison pour abandonner un panier, c'est simplement que le client n'était pas encore prêt à acheter. Okay? Mais souvent, la majorité des questions, c'est sur les expéditions, les retours, le produit, le coût, etc. Et c'est l'élément surprise. Quand on arrive au moment de confirmer l'achat et que là, évidemment, le prix qui est affiché ou qu'on a vu, auquel on ajoute les taxes et les frais de livraison, là, ça change la valeur du produit ou le prix. L'autre problème aussi, c'est que parfois, quand les gens arrivent pour payer, là, ils pensent à quelques questions importantes qu'ils auraient pour ce produit-là. Et pour obtenir une réponse, il faut qu'ils sortent de cette page-là, il faut qu'ils aillent dans le FAQ là, ou ailleurs pour trouver des réponses à cette question-là. Il n'y a aucune information en général sur la page de paiement, alors que dans la majorité des cas, c'est toujours les mêmes questions qui reviennent et que cette information-là pourrait être disponible sur cette page pour aider à réduire ou éliminer les hésitations qui sont évidentes pour la majorité des acheteurs. Une autre tentation qu'on voit parfois sur la page de paiement, c'est qu'on offre tout de suite un produit alternatif ou d'autres produits que les gens pourraient regarder pour ajouter à leur panier. Bien là, vous ouvrez la porte à retarder une décision. Il serait plus pertinent de compléter la transaction, puis une fois que cette transaction-là est complétée, là, vous pouvez offrir des produits complémentaires. Une autre contrainte qui, j'espère, va disparaître, c'est d'imposer à la personne la création d'un nouveau compte. Elle vient pour payer, puis là, on lui dit, bon, ben, ouvrez un compte, il faut qu'ils ouvrent un compte, puis ça implique évidemment de remplir toute une série d'informations alors qu'ils voulaient juste entrer leur carte de crédit, puis l'adresse de livraison. Et si c'est un produit digital, c'est encore pire, là, parce qu'il n'y a même pas de livraison physique comme telle. Alors, de demander d'ouvrir un compte, d'imposer une contrainte, toutes les contraintes qu'on impose aux clients pour obtenir de l'information à notre avantage, au fond, ce n'est pas dans l'intérêt du client. Plusieurs clients vont être frustrés un peu par ça, puis aussitôt que vous ajoutez une contrainte alors qu'il était un peu ambivalent sur son achat, eh bien là, vient encore une fois de lui offrir une porte de sortie qui est inutile. Autre élément, si c'est un produit qu'on peut facilement acheter sur son téléphone, il faudrait s'assurer que la page de paiement sur téléphone est conviviale et facile. Il faut penser, cette personne-là est peut-être en ligne dans un centre d'achat, à l'épicerie, à la banque et est en train de faire cet achat-là. Si c'est le moindrement compliqué, elle va abandonner assez rapidement. Un ajout intéressant qu'on voit depuis quelques temps, c'est l'ajout d'un clavardage en ligne. C'est une excellente solution à la problématique de dire, comme je disais tantôt, qu'il n'y a personne pour vous répondre quand vous rentrez dans un magasin. Okay? Alors ici, c'est évident que d'avoir un chat qui peut vous aider, c'est une bonne réponse qui s'ajoute à votre site. Maintenant, il faut réfléchir un peu là, à comment on présente ça. Là, ce qui arrive, c'est que très souvent, des sites, parce que c'était une bonne idée, le chat apparaît quasi immédiatement
saute dans le visage rapidement lorsque vous êtes sur le site. On vous offre de l'aide tout de suite. La personne n'a même pas encore compris comment votre site fonctionne, qu'est-ce qu'il a l'air, est en train dans les 3-4 premières secondes pour regarder un peu ce qui se passe. Et là, vous lui offrez de l'aide. Il n'a pas encore besoin d'aide, il ne sait même pas ce qu'il veut. Alors, c'est un peu trop rapide et c'est un peu là encore la même logique. Cette logique-là ne fonctionne pas dans le monde physique. Hein, on connaît ces magasins de meubles en particulier où vous ouvrez la porte, vous entrez, vous n'avez même pas le deuxième pied qui est entré et vous avez déjà un représentant qui vous saute dessus pour vous demander qu'est-ce que vous avez besoin. C'est en général très désagréable. Alors, la même chose en ligne, là. Ça ne presse pas tant que ça. Vous pouvez peut-être laisser la personne évoluer un peu dans le site et penser plutôt d'offrir un coupon. Ça peut être visible quelque part s'ils veulent obtenir de l'aide, mais d'attendre et de soulever ou d'ouvrir ce genre de fenêtre-là sur les pages que c'est pertinent. Comme on parlait précédemment, sur la page d'achat, ça peut peut-être être très important pour pouvoir répondre à quelques questions que la personne se pose encore ou quelques hésitations et réduire ces risques-là qu'elle se pousse. Ou encore dans des produits complexes sur la page en question, etc., où il faut choisir la couleur, la dimension, toutes sortes de choses. Là, ça peut être intéressant. Alors, ça serait peut-être une idée de penser à la tactique ou à la stratégie d'utiliser cet outil-là de façon plus intelligente que de rendre ça un irritant supplémentaire. Aussi, il faudrait penser à qui on met au service à la clientèle parce que parfois, j'ai l'impression qu'on met dans ces endroits des gens qui vont juste essayer de répondre rapidement pour vous guider et quasiment se débarrasser de vous, là, dans le sens dans plein d'endroits, on vous dit où aller dans le site pour le service à la clientèle. Ce qu'il fait, c'est où aller dans le site pour que vous trouviez la réponse par vous-même. On est proche de juste vous dire quel numéro de page lire pour trouver la réponse. Si la personne qui pose des questions, c'est un acheteur un peu plus chaud, là. On semble oublier qu'il semble s'intéresser à votre offre, à votre produit, et ça prend quelqu'un qui est peut-être un peu plus habilité à un processus de vente, qui va bien répondre à la question, qui va savoir que ça, c'est une préoccupation qui peut mener à une vente, et de voir si on peut l'aider encore plus, valider à quelle étape elle est rendue, poser des questions qui aident à un processus d'achat, pas juste à donner de l'information et laisser la personne par elle-même. Ça, c'est bon, certains l'ont peut-être compris, mais je dirais qu'un grand nombre semble avoir un service à la clientèle en ligne de clavardage là, qui est plus des gens qui sont pas formés à la vente en soi. Alors, vous perdez une belle occasion. Là. Si vous n'avez pas de clavardage sur la page de questions, des FAQ, qu'ils appellent, là, où vous avez répondu à toutes sortes de questions que les gens pourraient avoir, c'est encore une fois un peu une occasion ratée parce que si quelqu'un prend le temps d'aller sur ces pages-là pour vérifier des réponses, c'est qu'elle est préoccupée ou inquiète de certaines réponses vis-à-vis de certaines questions qu'elle a. Et ça se peut qu'elle fasse une bonne interprétation des réponses écrites, mais peut-être pas. Et peut-être que certaines questions qui lui viennent à l'esprit en lisant vos réponses en soulèvent d'autres que vous n'avez pas répondu. C'est une belle place, une très belle place pour avoir un clavardage disponible de toute évidence. Puis, on dirait que certains sites évitent d'avoir un clavardage là parce qu'évidemment, ça prend du temps, ça prend du personnel, parce que probablement qu'on fait juste répondre aux questions de façon un peu froide sans réaliser qu'on peut conduire et appuyer la personne dans sa démarche pour qu'elle achète quelque chose. Même chose sur la page Contactez-nous. S'il y a juste un formulaire écrit et qu'il n'y a pas une opportunité de vous contacter directement par téléphone ou par clavardage, vous ratez encore une occasion de convertir un client qui est très chaud à un achat. Bon, en ce qui concerne, vous avez dit, si vous réussissez à convertir plus de clients, de passer 97 à 94, comment pouvez-vous encore aller plus loin? Bon nombre de ces visiteurs, au fond, sont des prospects. S'ils ont pris la peine de venir sur votre site, c'est que même s'ils ne sont pas en mode achat à ce moment-là, c'est une période où ils sont plus c'est peut-être une période où vous pouvez plus travailler, qu'ils reconnaissent votre marque et apprennent à vous connaître. Des échappées, de ne pas leur offrir plus
pour aller plus loin dans cette démarche-là, c'est une occasion que vous ratez un peu parce que c'est plus tard peut-être qu'ils vont revenir, qui vont faire partie du 3 mais vous avez là quand même une belle occasion de les entretenir dans ce processus-là. Et étonnamment, parce que tout le monde dit, bon, c'est 3 qui convertissent, on les traite comme si c'était de leur faute. Dans le sens, ben, ils ne sont pas intéressés. Ils ne sont pas intéressés, c'est tout. On s'habitue à cette logique-là. On dit, ben, c'est ça qui est ça, ils ne sont pas intéressés. Je comprends qu'il y en a plusieurs qui n'ont pas trouvé ce qu'ils recherchaient, vous n'êtes pas exactement la bonne solution, c'est peut-être des concurrents, vous n'auriez peut-être pas dû les attirer sur votre site. Hein? Ce que je disais au début, vous avez trop de mots-clés qui n'ont pas vraiment rapport avec ce que vous offrez sur votre site ou ce n'est pas suffisamment clair. Vous essayez d'attirer des gens qui sont loin de votre proposition, puis vous espérez, là, comme par miracle, ils vont quand même s'intéresser à vos affaires, puis que vous les avez envoyés sur des pages très génériques, très générales, des textes qui n'ont pas vraiment de rapport avec vous. Peut-être pas la meilleure approche. Mais vous devez quand même adhérer à l'idée que potentiellement, tous ces visiteurs, ce ne sont pas tous des lèches-vitrines. Puis c'est peut-être un peu de votre faute, parce que votre vitrine n'est peut-être pas assez intéressante, parce que votre service n'est pas assez intéressant, parce qu'ils n'ont pas compris, etc. Ils sont là pour une raison, là, sinon ils ne seraient pas là. OK? Alors, il ne faudrait peut-être pas tirer une conclusion trop hâtive qu'il n'y a rien à faire. Il faut peut-être devenir un petit peu créatif. S'ils passent un peu de temps sur votre site, s'ils voyagent sur plusieurs pages, il y a certainement un minimum d'intérêt. Là. Alors, si vous regardez vos statistiques puis vous constatez que les gens passent un temps raisonnable, en plus visitent un nombre de pages raisonnable, mais que ça convertit peu, bien, c'est ça. Il y a peut-être un petit problème avec votre site. Ce n'est pas que ces gens-là sont tous des gens désagréables. La structure, l'architecture, la façon de votre site, est-ce que ça les aide vraiment? C'est une belle structure pour communiquer de l'information. Est-ce que c'est une belle structure pour les convertir? C'est peut-être la réponse n'est pas la même. Je vais vous donner un exemple. Je ne vois pas beaucoup de sites qui traitent les clients qui sont déjà clients ou qui traitent de nouveautés ou qui essaient de séparer là, ou de donner des parcours différents à des gens qui sont déjà clients, qui cherchent des nouveautés ou des clients qui ne vous connaissent pas du tout, etc. Il n'y a pas vraiment, c'est pas clair là, à qui on s'adresse. On s'adresse à tout le monde en même temps. En faisant ça, on s'adresse à personne, au fond. Pas de façon suffisamment claire. D'ailleurs, ça, c'est encore plus vrai, c'est encore plus vrai dans le B2B, là, dans des sites qui visent des clients qui sont des entreprises elles-mêmes. Il n'y a pas de structure comme telle. Là. Vous offrez tout. En général, on voit un site, il offre tout. C'est encore le client, l'acheteur qui doit faire toute sa démarche. Et on ne voit pas par où entrer, ou pour ceux qui ne vous connaissent pas du tout, que vous devriez peut-être plus expliquer votre entreprise et la gamme de vos produits. On n'aide pas ceux qui cherchent de l'information parce qu'ils sont dans une première étape de démarche d'acquisition de produits ou de services. On ne tient pas compte des étapes. C'est le visiteur qui doit lui-même trouver où aller en fonction de ses attentes. Je vais vous donner un exemple un peu simple pour comprendre les concepts derrière, parce qu'il y a plein d'entreprises qui, depuis longtemps, ont appris à composer avec ça, surtout dans le monde physique. On le voit, c'est plus facile à comprendre. Ça fait des siècles qu'ils ont résolu la problématique. Alors, je vais appeler ça une leçon de boulangerie. Les boulangeries, par exemple, avaient très bien compris que pour convertir des passants en clients, c'est un art qu'ils ont perfectionné et on peut apprendre d'eux et essayer de faire la même chose un peu en ligne. Là. Mettez-vous dans l'état d'esprit que vous vous promenez sur une rue commerçante, là, une journée d'été, il fait beau, il fait soleil, puis tout d'un coup, vous avez l'odeur du pain qui vous arrive aux narines, du pain cuit, et là, vous retournez, puis vous voyez cette vitrine de pain. OK? Vous regardez à l'intérieur et quelqu'un lève les yeux, vous sourit, puis il vous offre. Voulez-vous y goûter? Là, vous rentrez, on vous remet un morceau de pain chaud, et pendant que vous goûtez, vous entendez, nous avons une promotion aujourd'hui. Vous êtes vendu, là. Vous marchez dans la rue juste pour prendre l'air, et là, vous avez été attiré par quelque chose qui vous plaît. On vous attire un petit peu plus loin pour faire un essai. Et pendant que vous faites l'essai, là, on vous dit que ça tombe bien, il y a une promotion. Alors, est-ce qu'on peut suivre des façons de faire un peu similaires en ligne? La réponse est oui.
faut se poser un peu cette question-là. Quand les gens font du lèche-vitrine sur votre site, ils sont peut-être pas prêts à acheter la plus grosse commande là, que vous avez à offrir. Souvent, c'est ce qu'on voit, là, c'est là, tout de suite quelque chose, un pop-up ou on ne sait pas trop quoi, intervient, puis on essaie de vous proposer quelque chose qui ne vous intéresse pas, qui peut être gratuit, ou quand on voit ça de plus en plus souvent, ou là, on vous parle, ben, ça sera le temps de vous inscrire à notre webinaire, puis ça coûte une fortune, ou, etc. On n'a pas une offre qui est cohérente avec quel mot-clé la personne a vu sur Google, quelles étaient ses attentes, ses intentions, sur quelle page elle est tombée, qu'est-ce qu'elle voit en premier, puis quelle est l'odeur du pain avec laquelle on pourrait l'attirer. Puis une fois qu'elle s'est familiarisée ou qu'elle était un peu attirée par ça, quelle offre qu'on peut lui faire qui est assez facile à, à considérer, difficile à refuser parce qu'elle est simple, est cohérente avec la démarche que la personne vient de suivre, est dans le bon contexte. Ça, c'est tous des efforts qu'on escamote un peu beaucoup, là. Puis on s'attend quand même à un résultat comme si ça avait été fait. Je peux vous donner un deuxième exemple là, pour ceux qui n'ont pas une offre à faire comme un pain, c'est comme immédiat, OK, qui pourrait y avoir un petit délai. Je vous donne un exemple. On est au milieu de l'hiver. Vous savez que par expérience, vous êtes dans le domaine des chaussures, que les gens vont commencer à acheter des chaussures pour l'été dans quelques semaines. Mais ils ne sont pas prêts. Okay? Puis là, on parle d'un commerce en ligne. Là. Votre site, lorsque les gens tombent sur votre site, parler de chaussures, vous les invitez à découvrir ce qui s'en vient, les couleurs, le style, expliquer par exemple, c'est quoi l'histoire de cette couleur-là, pourquoi cette année, ça va être ça qui va être mis de l'avant, un peu, etc. Vous donnez de l'information. La personne n'est pas encore en mode achat de souliers. Alors, vous lui donnez de l'information qui correspond peut-être à son niveau d'intérêt, qui n'est pas très élevé, mais là, vous leur rendez la discussion un peu plus intéressante en la renseignant sur qu'est-ce qui se passe avec ces couleurs-là, qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui va être à la mode, la prévenir. Donc, vous l'éduquez, vous la prévenez pour l'aider à faire un meilleur achat. Ensuite, si le site en question parle qu'il devrait peut-être précommander un style en particulier parce que c'est lui qui va être le plus en demande, il n'y aura peut-être plus de cette taille-là disponible dans 2 mois quand l'été va vraiment pointer son nez. Peut-être qu'il serait bien de réserver maintenant, peut-être un petit dépôt et non pas un achat complet, etc. Alors, vous adaptez, l'offre est adaptée au contexte, etc. Et ça peut faire en sorte qu'on réussisse à convertir cette personne-là en client et l'amener dans le processus qui fait juste commencer au fond, là, pour qu'elle achète réellement cette paire de souliers-là lorsqu'ils vont être vraiment disponibles. Okay, ça se fait de la même façon dans les entreprises business to business. Si vous pensez que non, c'est peut-être que vous n'avez pas établi l'échelle des produits et services que vous pouvez offrir à la clientèle. Vous n'êtes pas trop posé de questions sur où ça commence et comment faire pour mieux vous présenter, mieux vous faire connaître par des offres qui sont peut-être un petit peu plus faciles à absorber a priori. Et si vous êtes certain que ce n'est pas possible, ben, appelez-moi. Là. Envoyez-moi un courriel, appelez-moi, faites quelque chose. Mettez-moi au défi. Je suis à peu près certain que je peux vous trouver des produits ou services d'introduction, des éléments qui pourraient être des premières marches plus faciles à monter pour votre clientèle future, vos prospects. Maintenant, je vous ai tout raconté ça. Allez donc faire un petit tour sur votre propre site. Essayez. Imaginez-vous en train d'accéder à votre propre site. Imaginez-vous les 2, 3 services ou idées que vous avez. Tapez dans Google ces mots-clés-là, puis regardez comment ça se passe. Hein? Partez de Google, puis vous dites-vous, ben, la personne ce qu'elle cherche, hein, elle écrit ça, puis elle arrive là. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça la distrait plus que d'autres choses? Est-ce que tout d'un coup, il y a trop d'informations ou des affaires que, regarder ça, etc., qui va l'écarter de son processus que vous aviez espéré qu'il suive? Mettez-vous à leur place. Si vous sautez des parties, vous ne trouvez pas ça intéressant, vous trouvez que ce n'est pas facile, ou vous vous demandez si c'est utile, si vous avez cette petite voix dans votre tête qui vous dit « Ouais, ça va, mais il faudrait peut-être que ce soit plus facile », si vous posez des questions et
Imaginez-vous, vous connaissez votre site, puis vous avez ces difficultés-là. Mettez-vous à la place de quelqu'un que c'est la première fois ou les premières fois qu'il vient vous voir, comment c'est une embûche pour qu'il s'intéresse à vos propositions. Pour continuer dans cette veine, pour éviter que les gens ne fassent que du lèche-vitrine, vous posez la question, où est votre offre convaincante? Avez-vous une offre qu'on ne peut pas refuser? Est-ce qu'on y a accès facilement? Est-ce qu'on peut aisément la comprendre? Si je continue avec l'analogie de la boulangerie, l'élément principal, a priori, c'était l'odeur. Qu'est-ce que vous avez, vous, qui pourrait être attractif pour votre client, là? Si vous pouvez identifier ce point-là pour lui faire un premier pas, ça devrait être le premier sujet qu'on retrouve lorsqu'on arrive sur votre site. Vous ne pensez pas que c'est logique? Là, vous me dites, oui, mais je ne suis pas une boulangerie. Et d'accord. Cet exemple vous donne peut-être l'impression que c'est simplifié à l'accès. Vous êtes dans un secteur d'activité ennuyeux, plus complexe, puis vous pensez que ça ne fonctionne pas. Ou pour les grandes organisations non plus. Est-ce que c'est vraiment le cas? Je vais vous laisser avec un petit test. Quand j'ai regardé, en tout cas, ça fonctionnait très bien. J'espère que ça va être encore le cas, mais ça m'étonnerait que ça ait changé. On peut convenir que des banques, c'est des entreprises d'une assez grande taille et c'est des entreprises qui ont fait des produits assez ennuyeux. Avec tout ce que je viens de dire, je vous offre 3 liens là, ici. Je vous suggère 3 endroits à aller et je vous propose d'analyser lequel des 3 se trouve le plus près de tout ce que j'ai proposé. Alors, vous pouvez aller visiter le site de la Banque nationale, par exemple, à bnc.ca, le site de Desjardins, à desjardins.com, et le site de la Banque Royale. Alors, je crois que vous allez remarquer qu'une de ces 3 banques-là fait un peu mieux que les autres. Donc, ce n'est pas une question de produit. Puis en plus, ce n'est pas nécessairement la plus petite des 3. Donc, puis ces entreprises-là sont définitivement beaucoup plus grosses que bien d'autres. Le prochain article, ça va être tout ce que vous devriez savoir sur Google, où ils s'en vont, ce que ça signifie pour vous. Alors, à la semaine prochaine.